Et salut tout le monde, c'est le Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où on va de nouveau travailler sur les bases de la chimie organique. Dans cet épisode, on va encore étudier quelques petites propriétés des atomes, notamment le rayon atomique et l'électronégativité. L'objectif, ça va donc être de décrire un petit peu ce que sont ces deux propriétés, de savoir comment est-ce qu'elles évoluent lors du tableau périodique des éléments, et d'essayer, si possible, de comprendre un petit peu pourquoi. Alors, je vais commencer par le rayon atomique, donc ça c'est assez simple. L'idée c'est que voilà, on se rappelle toujours que les atomes c'est constitué d'un noyau qui contient un certain nombre de protons, Z protons. Ensuite, donc on a également des neutrons, mais ça on a vu que ça ne nous intéressait pas beaucoup. Ce qui va se passer, c'est qu'ensuite donc, on va avoir des électrons qui vont se caler autour de cet atome-là. Donc moi j'avais représenté jusqu'à présent des électrons avec ce genre de formalisme-là. Ok, c'est super. Et l'idée, c'est que je vais remplir donc, différentes couches électroniques, dont on a pu faire un petit peu de formalisme dans la vidéo précédente. Et on va les remplir jusqu'à atteindre un dernier électron qu'on doit placer, parce qu'on a un nombre fini d'électrons à placer. Cet électron, il va donc se situer à une certaine distance du noyau. Alors, attention pour les puristes, en réalité, comme c'est de la mécanique quantique, c'est une fonction d'onde qui va décrire la position de cet électron. Et on va considérer que le rayon de cet électron par rapport au noyau, c'est simplement l'endroit où il a le plus de chances de se trouver, donc le maximum de la densité de probabilité de présence. Voilà. Mais dans tous les cas, on va donc considérer qu'il a une certaine distance du noyau. Et donc nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir comment la distance de ce dernier électron, qui définit donc le rayon atomique, va évoluer lorsqu'on se balade sur le tableau périodique des éléments. Ok. Le truc, c'est qu'on va avoir... donc en fait, c'est important parce que ça nous permet de pouvoir ensuite établir des raisonnements sur la taille des différents atomes qu'on va considérer. Ok. Alors bon, la première chose à considérer, bien sûr, c'est qu'est-ce qui se passe quand je rajoute des électrons à un atome. Même qu'est-ce qui se passe quand je passe d'un atome à un autre atome, tout simplement. Alors bon, au début, je vais avoir un seul proton, je vais avoir un seul électron, j'ai une certaine distance qui, est une distance, je peux pas forcément dire grand-chose dessus. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je commence à rajouter plein de protons et que je commence à rajouter plein d'électrons. J'ai mis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc je commence à rajouter plein d'électrons. Ok. En fait, j'ai deux cas de figure. Imaginez que vous êtes... Allez, je vais aller même encore un petit peu plus loin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Imaginons que vous êtes ici. Je pense qu'on voit à peu près. Imaginons que vous êtes cet électron-là. C'est donc un électron de la sous-couche 2p. On va dire que ici on est sur le 2p, L égale moins 1, enfin ml égale moins 1 et ms égale 1,5 par exemple. Ok. Et qu'est-ce qui se passe si je me mets à rajouter un électron derrière vous? Par exemple, que je me mets à rajouter un électron qui est là. Parce que je passe au numéro atomique suivant. Le truc c'est qu'en parallèle je rajoute un électron derrière moi, mais comme je change d'atome et que j'ai autant d'électrons que de protons, si je rajoute un électron derrière, je rajoute également un proton au niveau du noyau. Ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que les électrons vont se repulser entre eux, mais les électrons vont être attirés par les protons, donc au niveau du noyau. Ce qui se passe du point de vue de cet électron, c'est donc que je rajoutais un proton devant lui, il va donc être un petit peu plus attiré, il va donc avoir tendance à se rapprocher de ce proton. Mais en parallèle, j'ai rajouté un électron derrière lui, électron qui va avoir tendance à plutôt effectuer une certaine répulsion. Le truc étant que l'électron que j'ai rajouté derrière lui, au fond, il le voit pas trop, quoi. Il le voit pas trop, imaginez-vous, je sais pas, un petit peu comme au cinéma, les gens qui se mettent derrière vous, même s'ils sont super grands et qui prennent beaucoup de place, vous en foutez un petit peu, parce que vous les voyez pas. Et donc, en fait, du point de vue de cet électron-là, en passant d'un atome à l'atome d'à côté, j'ai rajouté un proton, donc il est plus attiré par le centre, et j'ai rajouté un électron derrière lui qui voit pas. Autrement dit, j'ai plutôt tendance ici, comme on peut le constater, à, du point de vue de cet électron, diminuer la distance au noyau. Donc cet électron va se rapprocher du noyau. Ok. Qu'est-ce qui se passe si je rajoute un électron devant lui? Par exemple, j'ajoute un électron là. Alors je vais également rajouter un proton, bien sûr. Le truc c'est qu'il va donc être plutôt plus attiré par le noyau, parce qu'il y a désormais un proton en plus, mais il va également avoir cette fois-ci un électron entre lui et le noyau. L'électron qui a plutôt tendance à provoquer de la répulsion. La question c'est donc, qu'est-ce qui est plus fort? La répulsion liée à cet électron, ou l'attraction liée au proton supplémentaire? Et bien ici, en moyenne, ça va plutôt se compenser. Pourquoi? Parce que l'attraction perçue, elle est de virtuellement plus 1 proton. La répulsion perçue, est-ce qu'elle est de exactement un électron ou pas? L'idée c'est que les trucs vont tourner autour du noyau, imaginez un peu des orbites circulaires. Donc techniquement, la répulsion peut être de 0 si jamais ils sont on va dire, sur des côtés différents du noyau, et de complètement plus 1 s'ils sont complètement l'un en face de l'autre. Mais globalement, on a quand même l'électron qui est devant, on a quand même ici cet électron qu'on vient de rajouter, qui est devant celui qu'on considère. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est comme si vous étiez au cinéma et que vous aviez un mec extrêmement relou, extrêmement grand et extrêmement baraque qui se foutait devant votre siège, et donc forcément ça va vous gêner parce que vous allez pas voir. Donc ici cet électron-là va donc venir compenser l'attraction supplémentaire liée au proton. Vous avez donc du point de vue de l'électron qui est là, globalement une distance qui bouge pas. Ok.
Et maintenant, qu'est-ce qui se passe si je rajoute le dernier cas de figure? Eh bien, un électron qui se situe sur la même couche que là où je me situe. Donc je rajoute un voisin. Cette fois-ci, donc imaginez-vous au cinéma avec votre voisin qui est hyper baraque, qui est hyper grand, etc. Bah globalement, ça vous gêne pour voir le film, parce que je sais pas, par exemple, il y a votre il y a son épaule qui est tellement large qu'elle cache un de vos deux yeux. Mais bon, bah globalement, ça vous gêne un peu. Et en parallèle, si je rajoute un électron là, je rajoute également un proton au centre. Globalement, vous avez toujours une attraction supplémentaire de plus 1, parce qu'il y a un proton en plus au centre. Et cette fois-ci, vous avez une répulsion qui est pas nulle, comme quand c'était derrière vous, parce que c'est quand même un peu à côté de vous, qui est pas non plus exactement égale à 1, parce que c'est pas non plus devant vous. Vous avez une répulsion qui va varier entre 0 et 1, qui va par exemple prendre une dimension 0,5. Alors, ce ne sera pas exactement 0,5, hein, mais ça peut être 0,2, ça peut être 0,8, c'est entre les deux. Mais dans tous les cas, bah, en total, vous avez une répulsion de 0,2 à 0,8, et vous avez une attraction de 1. Donc en fait, vous êtes quand même attiré par le centre. Moins attiré qu'avant, mais vous êtes quand même attiré par le centre. Avec le petit raisonnement qu'on vient de faire là, on peut donc en déduire quoi? On peut donc en déduire que, évidemment, qu'est-ce qui va se passer en pratique lorsque je vais venir rajouter, lorsque je vais venir me déplacer dans le tableau périodique des éléments. Et notamment lorsque je vais me déplacer d'un Z petit vers un Z grand, donc d'un petit nombre atomique vers un grand nombre atomique. Bah, j'ai en fait deux cas de figure. Je rajoute un proton au centre, et je rajoute un électron également sur ma configuration électronique. Par exemple, premier cas de figure que je peux avoir, je rajoute ici un électron sur ma couche externe, qui était une couche qui n'était pas pleine. Ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5, et je rajoute donc un sixième électron. Qu'est-ce qui se passe du point de vue des 5 électrons qui sont là? J'ai rajouté un proton, ils sont donc un petit peu plus attirés, attraction plus 1, mais en même temps j'ai rajouté un électron, avec une attraction de moins 0,5. Au final, ils sont donc malgré tout plus attirés qu'avant par l'atome, et donc j'ai un rayon, avec ce qu'on vient de dire, qui diminue. Ils sont plus attirés, ils sont plus proches. Donc ça c'est le premier cas de figure. Le deuxième cas de figure, je rajoute un électron, sauf que cette fois-ci, alors évidemment du coup je vais attirer tout ce qui est là, sauf que cette fois-ci toutes mes couches ici sont pleines. Je vais donc devoir créer une nouvelle couche. Cette nouvelle couche, ce sera cette fois-ci ici la couche 4s. Et ici ce qui se passe, c'est que ok, tous les électrons que j'avais précédemment sont un peu plus attirés par le noyau, mais en même temps je viens d'atteindre un stade supplémentaire. Si vous voulez, je viens de débloquer une nouvelle rangée au cinéma. Donc ok, toutes mes rangées précédentes se sont rapprochées de l'écran, mais je viens de débloquer une rangée de plus. Et le problème, c'est que cette rangée de plus, elle est plus loin, on va dire la distance entre cette nouvelle rangée et le noyau, elle est plus grande que la distance qu'il y avait avant entre la dernière rangée et le noyau. Donc cette fois-ci, j'ai un rayon qui augmente. Ok, on voit qu'en fait, on a donc globalement deux cas de figure. Soit je complète une sous-couche qui est déjà existante, et dans ce cas-là, mon rayon diminue, parce que je vais venir rajouter un électron sur une sous-couche qui est déjà partiellement pleine, donc attraction plus 1, répulsion 0,5, et donc au final j'augmente quand même un petit peu. Enfin, je diminue un peu mon rayon. Soit, eh bien, je crée complètement une nouvelle couche, donc je suis en train de rajouter un électron sur une couche qui n'était pas peuplée, et du coup ce qui se passe dans ce cas-là, c'est que ok, tous mes électrons qui étaient sur des couches déjà peuplées vont se rapprocher du noyau, mais en parallèle, celui qui était loin, comme je crée simplement une nouvelle couche, cette nouvelle couche va quand même malgré tout venir agrandir mon rayon. Au final, on peut donc en déduire deux choses. Premièrement, le rayon atomique augmente lorsque je me déplace de haut en bas sur le tableau périodique des éléments. C'est à peu près bête, simplement je rajoute énormément d'électrons, à chaque fois je passe à une couche supplémentaire, typiquement là je passe de la couche 2s à la couche 3s, et malheureusement, même si ici je suis au lithium avec seulement 3 électrons, en tout j'ai seulement 3 protons qui attirent, mais j'ai ma couche 2s, là désormais j'ai 11 protons qui attirent, mais je suis à ma couche 3s, et malgré tout, l'électron qui est à la couche 3s, il a quand même 11 protons qui attirent, donc c'est pas mal, mais 10 électrons qui font écran, et comme il est sur la 3s, il sera finalement quand même plus gros, donc quand même plus éloigné du centre, que celui-là, qui a certes seulement 2 électrons devant lui et 3 protons qui attirent, parce qu'il est sur la 2s. Donc ici, le rayon augmente. Ok. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand je me balade de gauche à droite sur le tableau périodique des éléments? Cette fois-ci, je vais donc venir compléter des sous-couches qui sont déjà partiellement remplies. J'ai donc une attraction qui est plus forte de plus 1 et une répulsion qui est plus forte de 0,5. Au final, l'attraction est plus forte, mon rayon diminue. On peut donc en déduire qu'en fait, lorsqu'on se balade sur le tableau périodique des éléments, le long d'une ligne, j'ai mon rayon qui va avoir tendance à diminuer petit à petit, même si je rajoute des électrons. Ça peut sembler contre-intuitif, mais même si je rajoute des électrons, comme j'ajoute aussi des protons, je condense tout un peu plus vers le noyau, donc mon rayon a tendance à diminuer. Et qu'est-ce qui se passe quand je passe à la ligne suivante? Cette fois-ci, tous mes électrons continuent de diminuer, sauf que je rajoute un électron en plus sur une couche à côté. Donc au final, j'ai mon truc, qui diminue petit à petit lorsque je me balade sur la ligne, et puis quand je passe à la ligne d'après, je rajoute un électron, qui va continuer lui aussi de se rapprocher, jusqu'à ce que je rajoute un électron supplémentaire, qui va continuer aussi de se rapprocher, jusqu'à ce que je rajoute un électron supplémentaire. Et donc c'est pour ça qu'on a cette tendance qui apparaît concernant les rayons atomiques. Ok. Qu'est-ce qui se passe éventuellement pour des ions? Imaginons que je considère l'ion lithium+, on peut se douter que par contre le rayon de l'ion lithium+, ça va être sacrément petit par rapport à l'ion lithium.
Pourquoi? Parce que l'ion, enfin par rapport à l'atome lithium. Parce que l'atome lithium, il est donc à Z égale 3, on a donc 1 S2, 2 S1. Si je passe à lithium+, je vais enlever l'électron 2 S1. Cette fois-ci, j'ai donc juste une couche qui est pleine, juste ma couche en S qui est pleine. Et en plus, avant, ces électrons 1S, ils étaient attirés par deux électrons, par deux protons. Maintenant, ils sont attirés par 3 protons. Donc on peut se douter que le rayon de l'atome lithium va être plutôt plus grand que le rayon de l'hélium, mais il va malgré tout être plutôt plus grand que le rayon de l'ion lithium+. Ici, on a l'électron 2S qui va être relativement éloigné. Là, l'électron 2S n'existe pas, donc il est moins éloigné. Et là, l'électron 2S n'existe pas, et en plus, on a des protons supplémentaires au noyau qui vont venir attirer les électrons 1S qui étaient déjà présents dans l'hélium. Ok. Donc voilà, c'est globalement la tendance qu'on observe au niveau des rayons. Il y a une deuxième propriété des atomes dont j'aimerais parler ici, c'est l'électronégativité. Électronégativité. L'électronégativité, on oppose parfois le terme électropositivité, c'est un terme qui n'est pas extrêmement pertinent parce qu'un truc électropositif, ça veut simplement dire un truc qui n'est pas très électronégatif. Donc en fait, le terme électropositif alors est pratique, parce qu'en termes d'esprit, c'est parfois mieux de raisonner en électropositif qu'en pas électronégatif, mais le terme électropositif peut être tout le temps substitué par pas électronégatif, donc c'est pour ça que je vais uniquement parler d'électronégativité, et c'est le seul truc qui est important à définir. Je vais sûrement parfois parler d'électropositivité, mais ça veut juste dire pas électronégatif. Alors, qu'est-ce que ça traduit, ça, comme tendance? Globalement, c'est quelque chose qui est intéressant au niveau des liaisons. Plus, en fait, mais en fait, on va voir que c'est quand même lié aux atomes. Ok, par exemple, je vais venir créer une liaison OH. Okay. Alors, on se souvient qu'en fait, la liaison OH, c'est l'oxygène, donc pour ces deux électrons de cœur, plus ces électrons de valence, donc ça, c'est les 1s, et là, on a les 2s et les 2p. Et puis voilà. Donc, en tout, il a bien 6 électrons de valence et 2 électrons de cœur. Et puis l'hydrogène, on se souvient que lui ressemble à ça. Je sais pas si le noir c'est vraiment la meilleure des couleurs, mais je vais le faire en rouge, ça sera peut-être mieux. On se souvient que tout ça, ça marche pas mal. Alors en fait, c'est un formalisme en vertu de ce qu'on avait pu voir dans l'épisode 1, qu'on va plutôt écrire comme ça. On voit qu'on néglige les électrons de cœur, c'est ce que j'avais dit dans la vidéo complément sur l'épisode 2. Les électrons de valence, eux, on les représente sous forme de double non liant, ou sous forme de double. Okay. Ma question c'est, les électrons qui sont là, est-ce qu'ils sont à équidistance des deux atomes? Ok, ils sont mis en commun par les deux atomes pour faire pote-pote, mais est-ce que malgré tout ils sont mis à équidistance? Il n'y a pas de raison de penser que oui, parce qu'en fait on a vu que dans certains cas, on a un atome qui veut complètement piquer l'électron d'un autre. Notamment dans le cas des liaisons ioniques avec le lithium et le chlore, qui n'avait aucun souci, il y a le chlore piquer complètement l'électron du lithium. Et donc en fait, il n'y a aucune raison que de manière générale, on ait ces deux électrons-là qui soient bien plus, en fait, qui soient à équidistance des deux atomes. En fait. Et donc en effet, ils ne sont pas à équidistance des deux atomes. Et comment est-ce qu'on peut déterminer s'ils vont être plutôt proches de l'oxygène ou plutôt proches de l'hydrogène? Et bien ça, c'est en vertu de l'électronégativité de l'oxygène ou de l'hydrogène. Électronégativité qu'on peut donc définir comme étant la capacité d'un atome à attirer des électrons à lui. Ok. Globalement, ce qu'on peut comprendre ici, c'est que si jamais on a un atome qui a des sous-couches qui ne sont pas complètes, imaginons que je lui rajoute un électron, et bien cet électron il va quand même avoir plus de tendance à être attiré vers mon atome que si jamais j'ai une sous-couche qui est largement vide. Parce que l'idée c'est que tous mes électrons dans ma sous-couche, imaginons que j'ai donc une sous-couche qui est presque pleine, okay, je vais donc avoir, donc typiquement imaginons que je me place ici au niveau du fluor. Le fluor c'est l'élément le plus électronégatif par excellence. Okay. J'ai une sous-couche qui est presque pleine, et en même temps j'ai des sous-couches qui sont, j'en ai relativement peu, donc ça veut dire que j'ai des électrons de valence qui sont très sensibles au changement relatif de protons, parce que j'ai relativement peu d'électrons entre mes électrons de valence et mes protons pour écranter. Donc c'est-à-dire pour me gêner qu'au cinéma, j'ai relativement peu de gens devant moi dans l'écran. Donc qu'est-ce qui va se passer? Et ben en fait, j'ai des protons qui vont ressentir, plutôt faire ressentir une attraction relativement forte aux électrons qui sont sur la couche de valence. Et donc imaginons que je rajoute des électrons sur ma couche de valence, par exemple en faisant des liaisons chimiques, et ben j'ai de fortes chances de pouvoir attirer à moi ces électrons. Et donc c'est pour ça que le fluor va être très électronégatif. À l'inverse, on peut réfléchir à un électron, à un élément comme ici par exemple, alors que je dis pas de bêtises, là j'ai lithium, j'ai sodium, j'ai ici je vais être sur du rubidium, Rb37. Qu'est-ce qui va se passer pour mon bon rubidium 37? Et bien lui cette fois-ci il est donc en configuration 5s1, il a donc en tout un seul électron sur sa dernière couche qui est hyper loin du noyau. Qu'est-ce qui va donc se passer si jamais je rajoute un électron sur la couche 5s2, cet électron va globalement pas trop voir le noyau, qui est de toute manière très loin, et donc c'est pour ça qu'on va avoir un truc qui va pas être du tout électronégatif. Globalement, tout ce que je dis là, alors ça peut sembler un petit peu bancal, j'essaie d'expliquer comme je peux ce concept d'électronégativité, on voit que c'est pas forcément hyper simple.
Mais globalement, ce qu'il faut donc retenir, c'est que l'électronégativité, ça a plutôt tendance à augmenter lorsqu'on se déplace de haut en bas au niveau du tableau périodique des éléments, donc électronégativité augmente, et que l'électronégativité a également tendance à augmenter lorsqu'on se déplace dans ce sens-là. L'électronégativité augmente aussi. Globalement, on peut donc, et dernier truc que je vais préciser, les gaz nobles sont hors jeu, parce que les gaz nobles ont leur dernière couche qui est pleine, et que de toute manière, ils font qu'une liaison. Donc les gaz nobles sont hors jeu. Bon. On peut donc se douter que globalement, les éléments les plus électronégatifs sont donc ceux qui sont plutôt en haut, à droite du tableau. Et on peut également se douter que, en fait, on voit qu'on a une tendance qui est exactement inverse à celle du rayon atomique, hein, parce que le rayon atomique diminue dans ce sens-là, donc augmente dans l'autre sens. Donc on peut se douter que l'élément qui a le plus gros rayon atomique, c'est plutôt l'élément qui est en bas, à gauche. Ok. C'est important de retenir quels sont les éléments les plus électronégatifs. Je vais vous donner une petite liste des éléments qui sont importants à retenir. Les éléments les plus électronégatifs, ça commence donc par le fluorure. C'est vraiment une très très grosse électronégativité. Ce sont l'oxygène, puis le chlore, puis le brome, puis l'iode, puis le soufre, puis le carbone, puis l'hydrogène. À partir de là, vous n'êtes pas tellement obligé de retenir le reste, et merde, on voit pas. À partir de là, vous n'êtes pas tellement obligé de retenir le reste, c'est vraiment ceux-là qui sont les plus importants, notamment parce que c'est essentiellement les éléments qu'on va venir, et j'ai oublié l'azote qui est juste là, pour moi. C'est globalement les éléments qu'on va retrouver le plus en chimie organique, hein, à savoir du carbone, de l'hydrogène, oxygène, azote, et puis quelques halogènes, et du soufre. Ce qui est important à retenir, c'est que tous les éléments qui sont pas dans cette liste ont des électronégativités et inférieures à l'hydrogène et inférieures au carbone. On verra que ça a des conséquences concrètes, notamment le fait que du coup ça donne des donneurs d'hydrure lorsqu'ils sont collés à des hydrogènes, et ça donne des carbones qui sont très riches en électrons lorsqu'on a des éléments qui sont collés à des carbones. Vous voyez pas encore exactement ce que veut dire hydrure et carbone très riche en électrons, c'est pas très grave, ça fait des carbones nucléophiles. If you know, sinon vous saurez bientôt. Cette liste elle est donc vraiment importante, notamment parce que c'est cool pour savoir bien à quel point est-ce qu'on a des carbones qui sont pauvres en riches en électrons. Bref, on verra que ça a plein d'applications très intéressantes. Donc l'électronégativité c'est important. Très important. Ok. Bon, alors maintenant, qu'est-ce qu'on peut définir? Eh bien, à partir de tout ça, évidemment, pardon, j'ai même pas parlé de l'échelle de l'électronégativité. En fait, des échelles d'électronégativité, on a plusieurs. L'échelle qui est globalement retenue, c'est l'échelle de Pauling, le même mec que la règle de l'exclusion. Et en gros, globalement, il faut retenir que cette échelle, elle a tendance à se balader entre 0 et 4. 4, c'est globalement le fluor, c'est le big boss. Vous retrouvez l'hydrogène vers 2,1, 2,2 même, et le carbone vers 2,6. C'est globalement les benchmarks. Ok. Et enfin, ce qu'il faut retenir, c'est que du coup, cette échelle d'électronégativité, à quoi elle nous sert? Elle va nous servir à pouvoir définir différents types de liaisons chimiques, différents types de liaisons covalentes. Pauling, il nous dit quoi? Donc l'électronégativité en général, on a notre xi, les lettres grecques. Et Pauling nous dit que si xi est compris entre 0,4 et 1,8, alors parfois on trouve 1,7, parfois on trouve 2, moi j'aime bien du coup trancher dire 1,8, mais bon, on va dire que c'est pas précis au poil de cul non plus, donc ça peut être 1,7, ça peut être 2. On nous dit qu'ici on va avoir une liaison qui va être polarisée. Si xi est plutôt inférieur à 0,4, on a une liaison qui est non polarisée. Et si xi est supérieur à 1,8, on a une liaison qui est ionique. Qu'est-ce que veut dire que tout cela? Imaginez qu'on se situe comme dans le cas de l'oxygène ici, avec une liaison entre un oxygène et un hydrogène. L'oxygène, on le voit, c'est quand même beaucoup plus électronégatif que l'hydrogène. Alors on n'a pas la valeur exacte, mais je crois que c'est 3,6, un truc comme ça, donc c'est vraiment assez énervé par rapport à l'hydrogène. Non, ça va être un peu moins que 3,6, peut-être 3,5, parce que la liaison elle est pas ionique, hein, elle est juste polarisée. Et qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit donc que l'oxygène, va avoir tendance à beaucoup plus attirer les électrons que l'hydrogène. Donc en vérité, on a plutôt l'oxygène qui est là, les deux électrons qui sont là, et l'hydrogène qui est là-bas. La réalité, elle est plus comme ça. On voit que donc en fait, l'hydrogène il est quand même lié à l'oxygène, mais il est pas loin de complètement se faire piquer son électron. On a donc une liaison qui est polarisée, parce qu'on a une accumulation de charge négative proche de l'oxygène, donc avec une petite charge delta-, et une accumulation de charge positive proche de l'hydrogène. Alors on n'a pas une charge qui vaut complètement moins 1, parce que cet électron il n'est pas complètement piqué par l'oxygène, et là on n'a pas une charge qui vaut complètement plus 1, parce qu'on n'a pas un électron qui a complètement été arraché à l'hydrogène. Mais on a malgré tout des charges partielles. On a donc ici une liaison qui est dipolarisée, parce qu'on va en fait avoir ici l'apparition d'un moment dipolaire, donc c'est-à-dire un dipôle dans cette molécule, puisque du coup on a une petite charge delta- et une petite charge delta+ qui sont proches les unes des autres. On a donc ce qu'on appelle un dipôle. Alors en général, du coup, on note ça par une flèche qui va de la charge delta- vers la charge delta+. On a donc ici une liaison qui est polarisée, parce qu'on a un dipôle, donc apparition d'un moment dipolaire.
plein de trucs qui auront des applications. On peut également avoir des liaisons qui sont non polarisées. Typiquement, la liaison non polarisée par excellence, c'est la liaison entre deux hydrogènes, entre deux éléments communs et identiques. Alors je vais tourner la page. Parce que forcément, si vous prenez deux éléments qui sont identiques, ils ont exactement la même électronégativité, et donc les différents éléments sont donc exactement à la même distance les unes des autres. Donc, typiquement, la liaison non polarisée par excellence, c'est la liaison HH. Du coup, on a littéralement équidistance entre chaque électron et chaque hydrogène. Dans ce cas, on n'a pas de moment dipolaire du tout, on n'a pas de dipôle, on n'a rien. Et enfin, on peut donc avoir le cas un peu extrême de la liaison ionique, qu'on a vraiment une grosse différence d'électronégativité. Par exemple, le sel, NaCl. Cette fois-ci, on a donc notre sel qui va mettre un électron commun avec le chlore, et le chlore qui va ensuite avoir ces différents électrons de valence. En tout, donc, on se souvient, il a 7 électrons de valence, et puis il va mettre ces 2 électrons communs avec le sodium. En toute rigueur, on représenterait ça comme ça. Sauf qu'en fait, le chlore est tellement beaucoup plus électronégatif que le sodium, qu'il va avoir cette doublée qui va être vraiment très proche du chlore, tant et si bien qu'en fait c'est tellement fort qu'il les arrache. Et donc en fait, on se met à avoir un sodium plus et un chlore moins. Autrement dit, on peut voir ça comme une liaison polarisée tellement extrême qu'on a en fait une charge delta plus qui est très proche de 1 et une charge delta moins qui est très proche de 1. Dans ce cas-là, on parle même plus de liaison polarisée, parce qu'on parle même plus de liaison. Le chlore a juste piqué l'électron du sodium. On parle donc éventuellement de liaison ionique, pas de limite, mais pas de liaison polarisée. Ok. Donc, essentiellement, l'électronégativité, c'est à ça que ça sert. C'est donc de pouvoir définir quelles vont être les liaisons polarisées, quelles vont être les liaisons qui vont être ioniques, quelles vont être les liaisons qui sont non polarisées, et globalement savoir quel atome va plutôt venir donner ses électrons à quel atome, et quel atome va plutôt venir faire prendre ses électrons à d'autres atomes. Par exemple, ici, on peut voir que dans une liaison carbone-hydrogène, eh bien l'hydrogène a plutôt tendance à donner un petit peu ses électrons à l'atome, puisqu'il est moins électronégatif. On va donc avoir un carbone qui va être un petit peu enrichi en électrons. A l'inverse, si jamais je crée une liaison carbone-azote, l'azote qui est plus électronégatif va avoir tendance à piquer un peu les électrons du carbone. On va donc avoir des carbones qui sont un petit peu plus en déficit d'électrons. Tout ça c'est vachement important, parce que du coup ça va nous permettre d'établir des règles de réactivité. Et dans la prochaine vidéo, je vous propose de revenir un petit peu sur tout ce qui est donc, application du moment dipolaire dans les molécules, c'est des choses que je vais reprendre. De parler également de polarisabilité, c'est-à-dire de savoir comment est-ce qu'une molécule peut se voir apparaître un moment dipolaire induit, même si en moyenne elle n'a pas de moment dipolaire. Et on parlera également d'effet inductif, qui va être la première chose ultra importante de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. L'objectif ici, c'est donc de voir quelques propriétés des atomes, notamment le rayon atomique. On a pu voir qu'il augmentait lorsqu'on était plutôt en bas à gauche du tableau périodique. L'électronégativité qui elle augmentait plutôt lorsqu'on était en haut à droite du tableau périodique. Je vous encourage à retenir cette série d'électronégativité. C'est important de la retenir, je vous assure. De retenir également que du coup on parle d'échelle de Pauling, de retenir toute cette distinction entre liaison polarisée, liaison non polarisée, liaison ionique, et en gros de retenir que ça revient à avoir des atomes qui attirent plus des électrons avec d'autres et qui donc ont plus tendance à les piquer. C'est vraiment important pour la suite, l'électronégativité est un concept qui revient beaucoup. Le rayon atomique c'est un peu moins important, l'électronégativité ça l'est beaucoup. Et donc je vous invite donc à bien comprendre tout ça et à bien retenir tout ça. J'espère que la vidéo vous aura plu. Moi sur ce, du coup je vous souhaite à la prochaine. Si jamais vous avez des questions sur quoi que ce soit qu'on a pu voir ici, n'hésitez pas, j'essaierai d'y répondre en commentaire. Et sur ce, du coup j'espère que la vidéo vous aura plu et que je vous reverrai dans la suite de cette série. Moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la prochaine.